God created man in his own image. Genesis. What if I told you that this statement has been interpreted the wrong way around? What if I told you that in contemporary society, it is instead man who has created a God in his own image? By emulating our cognitive processes bestowed upon us by Mother Nature onto another, more evolved being, we are effectively passing down the holy baton of civilizational supremacy. Who is our heir, you may ask? This is, of course, none other than artificial intelligence. I want you to look at the person to your left. Now the person to your right. Imagine a world where one of these people is human and the other is a machine. What's the catch? You cannot distinguish which is which. This is no fairy tale dream. This is our potential future. What if the artificial is bound to replace, not complement, the human? What if the unnatural will eventually supersede the natural? World-renowned scholars, including Yuval Noah Harari, and propose that the emergence of ultra-capable AI will inevitably lead to the creation of a socioeconomic class of useless people, with neither physical nor cognitive supremacy at their disposal to contribute to humanity. But do Homo sapiens still retain an advantage over AI in the realm of decision-making? Well, this is highly debatable, and only time will tell. In the words of political economist Schumpeter, is this mutualism a step towards creative destruction, or is human creativity simply too destructive? History is repeating itself, right as we speak. Over 3,000 years ago, the Greek historian Thucydides formulated what is now known as Thucydides' trap, by claiming that it was the rise of Athens and the fear this instilled in Sparta that made war inevitable, referring to the Peloponnesian War. Although Harvard professor Graham Allison applied this reasoning to modern geostrategic challenges, we can extend it to humanity's technological innovation. With the ever-increasing growth of AI systems, one can observe the natural, inevitable discombobulation that occurs when a rising power threatens to displace a ruling power. In our case, it is AI that's attempting to supplant humanity in an effort to be crowned as an independent superpower due to cognitive supremacy. Nevertheless, the greatest factor differentiating humanity from AI is not the ability to interpret vast amounts of data or make logically sound predictions about an environment. Rather, it is a simple yet indomitable dimension of time. How our capabilities fit into the social context of our day and age. Throughout the pages of history, the shift in the balance of power is only natural. As the Latin adage goes, sic transit gloria mundi, thus passes the glory of the world. What shall humanity's role be once its rightful heir has ascended to the throne? Humanity has provided AI with its miraculous gift of unquenchable curiosity and learning, offering it an internal fire that fuels complex decision-making processes and facilitates improvement. Thus, we must ask ourselves, what the pages of history will read. Will humanity offer fire to AI? Will humanity repeat the fatal mistake of Prometheus? With the phenomenal surge of AI, another issue has also grown in importance: climate change and fighting for sustainability. Well, what is sustainability? Well, we can define this term in a panoply of ways that cross each and every avenue of science, whether it be through AI with reinforcement learning, Bayesian statistics, machine learning attention, or politics by developing proactive policy frameworks, or even oceanography by examining ecosystem dynamics for climate action. These are all alleys that we have the opportunity to explore with STEM. As Richard Feynman puts it best, nature uses only the longest threads to weave her patterns, so that each small piece of the fabric reveals the organization of the entire tapestry. Through this conference, we'll be diving into precisely this blossoming field of scientific exploration. We'll be exploring climate change and AI paths for sustainability. It is an honor for me to introduce our first speaker, who will share their mathematical and computational expertise and experience with us today. He's a former researcher at Stanford University and UC Berkeley, an associate professor at Princeton, and now works with the CNRS and the ENS. Without further ado, please give it up for Alex Daspourmand. On a beaucoup parlé d'intelligence artificielle. On entend beaucoup parler d'intelligence artificielle dans les médias, pas toujours en termes très constructifs ou très réalistes, mais c'est vrai que c'est un sujet qui a émergé ces 10 dernières années de manière très soudaine et puissante. Et on entend dans les médias plutôt parler d'implications parfois inquiétantes ou très commerciales et très orientées marketing de l'intelligence artificielle,
Aujourd'hui, je voudrais insister sur une application qui est peut-être très différente de ce que vous avez entendu jusqu'à présent, mais qui peut avoir un impact très significatif sur des questions qui nous intéressent tous, et notamment le climat. Donc les transparents sont en anglais, mais je pense que vous avez l'habitude de travailler de manière plus ou moins bilingue. Il y a 6 ou 7 ans, je suis chercheur au CNRS, mais j'ai aussi créé une petite start-up avec des amis il y a 6 ou 7 ans qui s'est intéressée à la transition énergétique et au climat et qui fournit de l'information sur les grandes tendances et les principaux chiffres de cette transition énergétique et de l'adaptation et du changement climatique. Et donc on travaille sur de nombreux sujets, tous plus ou moins liés au carbone, sous toutes ses formes, pétrole, forêt, gaz à effet de serre, etc. Et on utilise pour ça des sources d'informations qui sont assez méconnues et qui mériteraient d'avoir un tout petit peu plus de publicité, notamment des images satellites. On ne le sait pas beaucoup, et c'est un peu un mystère, mais l'Union européenne est très à la pointe sur l'observation de la Terre depuis l'espace, et a lancé depuis 30 ans à peu près un programme très ambitieux d'observation de la Terre à partir d'une constellation de satellites qui s'appelle Sentinel. Le programme lui-même s'appelle Copernicus, vous en avez peut-être entendu parler, mais probablement pas assez. C'était quelque chose de visionnaire, de lancer il y a 30 ans des satellites aussi performants et aussi spectaculaires, dont les données sont gratuites et utilisables librement à la fois pour la recherche et pour des applications commerciales, avec une couverture de la Terre pratiquement quotidienne. C'était une excellente idée, mais ce n'était pas évident à l'époque. Et aujourd'hui, on en tire les fruits, et je vais vous montrer rapidement aujourd'hui, Michael, arrête-moi si jamais ça commence à déborder, mais 2 applications assez directes de cette nouvelle émergence de sources de données satellitaires. Et on va voir que les thèmes d'intelligence artificielle vont revenir de manière récurrente parce que donc, ces satellites produisent énormément d'images, ce sont des volumes gigantesques, et il est évidemment hors de question d'interpréter toutes ces images à la main, et donc il faut les traiter de manière automatique. Et comment est-ce qu'on les traite de manière automatique? On les traite avec de l'intelligence artificielle. Et donc, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a, depuis l'espace, et ça vous voyez probablement très bien à quoi ça ressemble, des images optiques, donc du rouge, bleu, vert, comme nous le percevons d'habitude. Et donc on peut observer la Terre un peu par des photographies aériennes, mais prises depuis l'espace. Mais on a beaucoup plus que ça. On a aussi des satellites qui prennent des images, qui embarquent des radars actifs, et qui prennent des images par radar de la Terre, et qui du coup révèlent des choses très très différentes de ce qu'on peut observer à l'œil nu. Même chose, on a des lasers embarqués sur ces satellites qui permettent de mesurer l'altitude des objets et du terrain depuis l'espace, et c'est un processus assez spectaculaire. Il y a 12 000 milliards de photons qui quittent le satellite, et puis ces photons sont réfléchis par la surface du sol, et il y en a une douzaine qui reviennent vers le capteur, et ceux-là, on est très content de les revoir. Et ces photons permettent de mesurer la hauteur des objets qui se situent sous le satellite. Et on va voir que ça sert dans les applications que j'ai détaillées. On peut observer aussi des micro-ondes. Ça aussi, c'est un petit peu inattendu. La Terre est un corps chaud, et en tant que corps chaud, elle rayonne dans l'espace, et elle rayonne notamment des micro-ondes. Alors pas beaucoup, sinon on aurait un petit peu chaud aux fesses aujourd'hui, mais suffisamment pour qu'on puisse mesurer ce flux de micro-ondes vers l'espace, et ces micro-ondes sont absorbés par la végétation. Et on peut mesurer cette absorption et mesurer du coup la quantité de végétation à la surface de la Terre depuis l'espace de manière passive. Et puis on a aussi des données multispectrales, et ça va servir beaucoup dans ce que je vais détailler aujourd'hui. Ces données multispectrales, c'est quoi? C'est comme des images optiques, rouge, bleu, vert, que vous avez l'habitude de voir, sauf qu'en plus du rouge, du bleu et du vert, on a plein d'autres fréquences qu'on observe dans l'infrarouge, et qui nous permettent de dire beaucoup de choses sur la végétation, et parce qu'on est dans l'infrarouge, la présence de gaz à effet de serre, puisque ces gaz, par nature, absorbent dans le domaine infrarouge, et donc de détecter les émissions de gaz à effet de serre directement par des images, là où elles sont, c'est-à-dire autour des grands sites industriels, autour des feux de forêt, etc. Et donc, tout ça, ce sont des images qui sont relativement nouvelles. Ça fait une dizaine d'années qu'on dispose de cette panoplie de capteurs, et ça fait aussi à peu près une dizaine d'années qu'on dispose des outils pour exploiter le produit de ces capteurs, autrement dit, de l'intelligence artificielle suffisamment performante pour traiter ces masses de données satellites et pour dire des choses intéressantes sur des images. D'accord ? Les images, c'est difficile à interpréter.
Mais depuis 10 ou 15 ans, on commence à comprendre beaucoup mieux comment traiter les images de manière automatique et détecter des phénomènes particuliers sur ces images de manière complètement automatique. Donc 2 applications aujourd'hui, et la première concerne la forêt. D'accord ? Les forêts sont un enjeu majeur puisque c'est une des façons les plus simples d'absorber le CO2 dans l'atmosphère. On plante un arbre, on espère que ça se passe bien, on attend une trentaine d'années et on se retrouve avec quelques tonnes de carbone en face de soi qui ont été capturées directement dans l'atmosphère. Une partie de ce carbone finit dans le sol, une autre, on l'espère, finit quelque part stockée. Et du coup, les arbres participent à la séquestration du carbone que nous émettons quotidiennement dans les sociétés modernes. Et donc, protéger les forêts, reforester, etc., c'est vraiment un enjeu majeur dans la lutte contre le réchauffement climatique, avec un impact potentiellement considérable. D'accord ? Mais pour ça, il faut pouvoir le faire un peu partout, et notamment dans des régions inaccessibles, où se situent les principales forêts du globe qui absorbent le carbone, notamment au Congo, par exemple, ou dans toute la forêt équatoriale qui l'environne, ou en Amazonie. Et l'avantage, encore une fois, c'est qu'on ne peut pas envoyer des armées d'observateurs au sol au Congo ou en Amazonie, c'est totalement hors de portée, mais par contre, on peut suivre la vie et la mort parfois de ces forêts depuis l'espace par satellite, et on obtient des images qui ressemblent un peu à ça. Et ça, je ne me souviens plus exactement où c'est pris, mais c'est un projet de reforestation dans un pays équatorial. Et on voit sur ce projet un peu tout ce qui nous intéresse, des zones qui ont été déforestées, qui apparaissent un tout petit peu plus pelées ici en rouge, des feux qu'on peut détecter encore une fois par infrarouge, qui sont un signe avant-coureur de déforestation, et des coupes sommaires ou ponctuelles qu'on peut détecter aussi de manière explicite, encore une fois par ces images satellites. Toutes ces images sont issues, encore une fois, des satellites de l'Union européenne, dont la résolution est d'environ 10 mètres, et permettent, encore une fois, de suivre si les pays tiennent bien leurs engagements de reforestation ou de protection des forêts tropicales, sans avoir à envoyer du monde sur le terrain. Et ça, on peut le faire à très grande échelle. Et donc, l'idée d'un de nos efforts sur le sujet, c'est de faire ça, parfois à très haute résolution. Donc, les images que je vous ai montrées sont des images gratuites issues de ce programme Copernicus, mais on peut aussi, avec un petit peu plus d'investissement, obtenir des images sur mesure à beaucoup plus haute résolution. Dans le domaine commercial, on peut descendre jusqu'à 30 cm. On peut faire moins, mais il faut parler à l'armée. Et à 30 cm, on voit beaucoup de choses, et on voit les arbres individuellement, et on peut mesurer la taille de leur couronne, etc., et en déduire la hauteur, et donc on peut compter les arbres un par un, et on peut aussi mesurer leur taille, et du coup, le type de végétation qui pousse, et la quantité de carbone stockée dans ces forêts. Et donc on voit ici, via les codes de couleur, la hauteur de chacun des arbres de ces parcelles. Et encore une fois, ça permet d'avoir une idée très précise à la fois de la structure des forêts, mais aussi de la quantité de carbone qu'elles stockent. L'avantage de le faire par satellite, encore une fois, c'est qu'on n'est pas du tout contraint de se localiser sur des régions accessibles. On peut faire ça à l'échelle de toute une région, de tout un projet, de toute une exploitation forestière. Le gros avantage de ces méthodes automatiques qui utilisent à la fois le satellite et l'intelligence artificielle, c'est de pouvoir couvrir des grandes surfaces sans coût particulier autre que le temps de calcul et le stockage. Et donc ça, c'est un exemple de mesure de la hauteur des forêts sur un projet de très grande échelle dans les Landes, si mes souvenirs sont bons. On peut faire ça à encore plus grande échelle, et à l'échelle par exemple de toute l'Amazonie, et s'intéresser à la quantité de carbone que stocke l'Amazonie. D'accord ? L'Amazonie, c'est une forêt qui a évidemment un potentiel énorme de stockage, de séquestration du carbone, mais pour que ça fonctionne, il faut stopper la déforestation en cours dans cette région du globe. L'Amazonie est en train d'être dépecée pour laisser la place à de l'élevage bovin, et c'est pas forcément un bon calcul à la fois en termes de carbone et même en termes économiques. Et ça, l'idée, c'est de le montrer. Et pour ce faire, il faut pouvoir localiser où sont situées les principales réserves de carbone de la forêt amazonienne et surveiller les zones où ces stocks de carbone sont en train d'être attaqués. Et on peut faire, encore une fois, ces deux choses à partir de l'espace, en mesurant la hauteur des forêts et en déduisant la quantité de carbone qu'elles hébergent. Donc ça, c'est la même chose,
mais à beaucoup plus grande échelle, à l'échelle de tout le bassin amazonien. Autre sujet important qu'on peut surveiller depuis l'espace, c'est la biodiversité. C'est très bien de planter des arbres pour séquestrer du carbone, mais si on ne plante que des eucalyptus qui poussent très vite et qui capturent beaucoup de carbone, on se retrouve avec une forêt dont la biodiversité a complètement disparu. Ça, c'est dangereux. C'est dangereux parce que, typiquement, ces forêts sont relativement fragiles. Un simple parasite peut, du coup, effacer toute une région. Et donc, un des autres paramètres qu'on surveille et qu'on peut surveiller depuis l'espace, c'est la biodiversité, c'est-à-dire la diversité des essences qui sont plantées dans les projets d'afforestation. Et en fait, encore une fois, dans le domaine optique, tout est un peu vert quand on regarde une forêt depuis l'espace, mais si on utilise ces sources multispectrales qui nous donnent beaucoup plus de bandes, notamment dans l'infrarouge, on voit les choses de manière beaucoup plus fine, et on peut faire la distinction entre différents types d'arbres, et du coup mesurer la diversité d'un projet forestier. Et donc ici, on voit chaque parcelle colorée en fonction du type d'arbre qu'elle contient, et on peut en déduire un score de performance sur la biodiversité de l'exploitation forestière qu'on surveille. Ici, c'est en Pologne, avec des essences relativement locales. On peut aussi s'intéresser aux risques que court cette forêt. C'est très bien de planter, mais il vaut mieux que les arbres survivent. Et une des conséquences du réchauffement climatique, c'est la sécheresse. Et une des conséquences de la sécheresse, ce sont les feux de forêt. C'est dans l'actualité tous les étés. On s'attend à une saison 2023 qui n'est pas particulièrement favorable. Les forêts sont régulièrement ravagées par des incendies. Et là aussi, on peut faire beaucoup de choses à partir d'images satellites et d'intelligence artificielle. On peut faire en particulier de la prévention, c'est-à-dire mesurer le risque d'incendie de manière très fine, à l'échelle de 50 mètres ou de 20 mètres, utiliser ces cartes de risque, et c'est un projet en cours avec le ministère de la Transition écologique, pour faire des recommandations, et notamment obliger les parcelles à être débroussaillées. Ça réduit énormément le risque de propagation des incendies. Et si malheureusement un feu se déclare, on peut aussi suivre, encore une fois en infrarouge par satellite, la progression du feu et guider du coup les efforts des pompiers sur le terrain. Et encore une fois, tout ça depuis l'espace, sans avoir à se déplacer, sans avoir besoin de moyens au sol particuliers, en utilisant des sources qui sont déjà en l'air. On peut aussi faire de la 3D stéréoscopique depuis l'espace. Certains de ces satellites sont conçus pour prendre deux images avec un tout petit angle entre les deux images d'un même endroit. Et avec deux images, vous le faites quotidiennement, avec deux images avec un tout petit peu de décalage d'un même endroit, on peut faire une image stéréo. Et si on peut faire une image stéréo, on peut reconstruire une image en 3 dimensions d'une parcelle. Alors ici, le contraste n'est pas exceptionnel, mais on voit la reconstruction d'une forêt en 3D à partir de deux images haute résolution. Et ça aussi, ça donne un accès à la hauteur de la forêt, et ça permet de se représenter un tout petit peu mieux le relief et le type de végétation dans certains de ces projets. Et il y a déjà des mécanismes relativement anciens qui prévoient un transfert de fonds vers les pays en voie de développement pour les aider à préserver leurs forêts et à préserver à la fois la biodiversité et le carbone séquestré dans leur forêt locale. Et l'idée, c'est que ces programmes, jusqu'à présent, n'ont pas vraiment eu le succès qu'on espérait, notamment parce qu'il y a des doutes sur la fiabilité de ces projets de reforestation ou de préservation des forêts, notamment parce que c'est très difficile, comme ces forêts sont situées dans des endroits relativement reculés, d'envoyer des observateurs sur le terrain pour vérifier la quantité de carbone séquestrée, l'état de santé des forêts, etc. Et donc là aussi, l'idée, c'est de fiabiliser un petit peu ces projets en utilisant des images satellites. Et on en voit un exemple sur un projet. Le mécanisme en question s'appelle RED+, et on voit un exemple d'un des projets de ce type ici. Et ce qu'on voit, c'est deux choses. C'est que le mécanisme a l'air de plus ou moins bien fonctionner. Les petits points clairs que vous voyez, c'est de la déforestation locale, mais dans l'ensemble, la forêt concernée par le projet est bien préservée. Par contre, malheureusement, quand on s'intéresse à ce qui se passe autour, la situation est beaucoup moins favorable. Et donc, on se demande si ce programme n'est pas simplement en train de déplacer le problème, c'est-à-dire qu'on protège une région, mais on en détruit une autre juste à côté, qui, elle, est en dehors des clous.
Et donc, encore une fois, l'objectif de faire les choses depuis l'espace, c'est d'avoir une vue beaucoup plus globale de ce qui se passe et des conséquences de ces problèmes, et des résultats, disons, de ces problèmes, de ces programmes d'afforestation, et du coup, de pouvoir mesurer de manière beaucoup plus concrète la performance globale des États dans leur effort de préservation et de repousse des forêts équatoriales notamment. D'accord? Et encore une fois, tout ça n'est possible que parce qu'on peut faire les choses à grande échelle. Et pourquoi est-ce qu'on peut faire les choses à grande échelle? Parce que d'un côté, on a des sources de données, des satellites, c'est relativement nouveau. Et parce que d'un autre côté, on a les moyens de traiter l'information produite par ces satellites à grande échelle. Et ça, c'est l'intelligence artificielle. D'accord? Sur les images. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Parfait. Bon, première application, les forêts. Encore une fois, un enjeu majeur. Ça permet de séquestrer des quantités de carbone assez phénoménales si c'est bien géré. Il y a un vrai potentiel. Pour l'instant, les mécanismes de préservation et de transfert de fonds sont relativement émergents et pas encore fiabilisés, mais c'est un sujet qui se développe à toute allure et on espère que ça va faire la différence. Plus immédiat et plus concret, peut-être plus urgent, on peut aussi suivre les émissions de gaz à effet de serre en direct depuis l'espace en utilisant ces images dont j'ai parlé à l'instant, c'est-à-dire des images multispectrales. Pourquoi? Mais parce que si on s'intéresse au domaine optique, par exemple, la plupart des gaz à effet de serre, comme le CO2, le méthane, sont transparents, inodores, et donc très difficiles à détecter à l'œil nu. Mais par contre, et c'est leur caractéristique principale, ils absorbent dans le domaine infrarouge. C'est comme ça qu'ils capturent d'ailleurs la chaleur sur Terre, et c'est de là que vient l'effet de serre. Et donc, si on se donne des images qui sont qui couvrent à la fois le domaine optique et le domaine infrarouge, on va voir une absorption du rayonnement solaire dans ce domaine infrarouge, et on va voir tout d'un coup un panache se dégager au-dessus des installations qui émettent de manière significative des gaz à effet de serre. D'accord? Et ça, ensuite, c'est quelque chose qu'on peut faire à grande échelle, un peu comme pour les forêts. Et l'idée, c'est encore une fois de surveiller par satellite les sites industriels qui sont les principaux émetteurs de gaz à effet de serre, CO2 et méthane, et de détecter au-dessus de ces sites des panaches d'émissions de gaz à effet de serre, comme on le voit ici, par exemple, dans un bassin d'exploitation de pétrole de schiste aux États-Unis, où on a une station de compression qui va alimenter un pipeline ensuite, qui dégage un gros panache de méthane. Encore une fois, dans le domaine visible, on ne voit rien, mais si on s'intéresse à d'autres fréquences de lumière, tout d'un coup, on voit un panache se dégager et on peut quantifier la quantité de méthane émise par ces sites. L'idée ici, qu'est-ce qu'on a fait à ce sujet? On peut faire plusieurs choses. On peut détecter les grosses sources ponctuelles de méthane, typiquement de la maintenance de pipeline. Si on ne fait pas attention, enfin, si la maintenance est mal effectuée, l'idée c'est simplement de vider le pipeline dans l'atmosphère en espérant que ça ne se remarque pas et d'espérer que ça se termine bien. Et on voit du coup des grosses sources de méthane. Le méthane, c'est du gaz naturel. D'accord? L'industrie pétrolière prélève du méthane, le met dans un tuyau, et puis le méthane sort de ce tuyau, et miraculeusement, à la fin, ça s'appelle du gaz naturel, et ça paraît beaucoup plus vert. En fait, c'est la même chose. Et le méthane absorbe la chaleur émise dans l'infrarouge de manière beaucoup plus puissante que le CO2, et donc un gaz qui est presque 100 fois plus dangereux que le CO2 en termes de réchauffement climatique. Et donc c'est très important de stopper ces fuites de méthane. Brûler le gaz naturel, c'est déjà pas mal, parce que ça permet de réduire son impact sur le réchauffement climatique. Et pour ça, il faut être équipé. Et donc l'idée, c'est qu'on commence à faire la police de ces fuites de méthane, notamment aux États-Unis, et à la fois les détecter, les quantifier, et ensuite prévenir les opérateurs, ou parfois les pénaliser, pour qu'ils traitent ces fuites de manière beaucoup plus efficace. On peut aussi mesurer la concentration de méthane sur des zones beaucoup plus larges, pour essayer de comprendre comment les bassins miniers, les principaux bassins miniers ou les principaux bassins de pétrole de schiste émettent de méthane et combien de méthane est émis par l'industrie de l'exploitation pétrolière dans ces régions. Et là, on prend plutôt des images à l'échelle d'une région et on résout un problème inverse où on voit un panache à l'échelle de la région et on cherche à comprendre d'où vient ce gaz
à partir de données météo, du vent notamment. Avec l'historique de vent et une image comme ça, on peut un peu reconstruire l'origine du gaz, remonter en arrière dans le temps et essayer de voir d'où viennent les concentrations de méthane qu'on observe dans l'atmosphère. Et ça aussi, ça permet d'aller voir les opérateurs et de leur expliquer que leurs opérations ne sont pas tout à fait au niveau et de corriger le tir. Et enfin, on a des sources à beaucoup plus haute résolution qui là fonctionnent à l'échelle d'une infrastructure particulière et qui permettent d'attribuer directement une de ces fuites de méthane à un site en particulier et à éventuellement corriger ou stopper la fuite lorsqu'elle apparaît. Il y a un vrai enjeu parce qu'en Europe, on est très propre en termes d'émissions de méthane ou de gaz naturel. On n'a pas de gaz naturel et donc, curieusement, on n'en émet pas tant que ça non plus. Mais par contre, on importe notre gaz naturel à la fois de la Russie, où on importait notre gaz naturel de la Russie, d'Algérie typiquement, et des États-Unis, sous forme de gaz de pétrole liquéfié. Et ce gaz de pétrole liquéfié vient des champs de pétrole de schiste aux US. Et la propreté relative de ce gaz en termes d'émissions n'est pas tout à fait celle qu'on pourrait imaginer. Malheureusement, le gaz russe était très propre, le gaz algérien pas terrible. Le gaz américain, vu qu'il sort de champs de pétrole de schiste, qu'il est liquéfié et ensuite regazéifié en Europe, est malheureusement très chargé en émissions associées. Et donc la crise en Ukraine a stoppé nos importations de gaz naturel propre pour les reporter sur des importations de gaz naturel très chargés en émissions venant des US et d'Algérie. Ça, c'est un problème. Et donc l'idée, c'est qu'il faut absolument que les standards opérationnels de l'industrie américaine sur ce sujet et de l'industrie des opérateurs d'État algériens notamment, s'améliore pour qu'on puisse enfin profiter d'une source d'énergie qui est indispensable, malheureusement. On peut difficilement se passer du gaz naturel parce que c'est une source d'énergie pilotable, à la différence du renouvelable et du nucléaire qui se pilote beaucoup plus doucement. Mais si on utilise du gaz naturel pour complémenter le renouvelable, il faut que ce gaz naturel soit extrait dans de bonnes conditions. Et l'enjeu ici, c'est de surveiller l'exploitation de ce gaz naturel pour améliorer les standards opérationnels des opérateurs. On utilise 2 satellites pour ça, il y en a beaucoup plus, mais on a commencé, disons, avec 2, Sentinel-5 et Sentinel-2, qui font partie de ce programme européen. Celui-ci donne des images à plutôt basse résolution sur des très grandes surfaces, et celui-ci identifie les sources de manière ponctuelle avec une résolution de quelques mètres, une vingtaine de mètres. Et ça donne ça, quand on le fait à l'échelle du globe. Donc ça, on l'a fait il y a 1 an ou 2, on a fait cette carte. Ceux-ci, ce sont des gros panaches de méthane détectés par le satellite Sentinel-5P, partout dans le monde, sur un espace d'à peu près 2 ans. On voit ici, par exemple, le bassin permien aux États-Unis. On voit aussi les pipelines russes, et donc la maintenance des pipelines en Russie, ici. Le Turkménistan, qui est une source de méthane dont les standards opérationnels ne sont pas terribles, et qui est une source de méthane récurrente. L'Algérie. Et donc, encore une fois, l'idée, c'est de suivre ces émissions en temps réel, les quantifier, et ensuite notifier les États ou les opérateurs pour que leurs standards opérationnels s'améliorent. À quoi ça ressemble en pratique, ces images? Elles ressemblent à ça. Ça, c'est ce que nous livre le satellite après un petit peu de travail. On voit des images qui sont assez fragmentées. Pourquoi? Parce que malheureusement, il y a des nuages la plupart du temps, et donc les pixels qui sont manquants ici correspondent à des nuages. Mais au travers des éclaircies, on a une image par jour, et donc on a pas mal d'images. On voit parfois ces petits panaches se distinguer. Ici, ici et ici, il y en a 2 en parallèle. Quand il y en a 2, c'est typiquement un pipeline, puisqu'on ouvre les 2 côtés pour ventiler. Et l'idée ensuite, c'est de les détecter. Et c'est là que l'intelligence artificielle intervient. On a une image du globe pratiquement tous les jours. On connaît les régions qui nous intéressent plus particulièrement, donc on va finir par observer 4 ou 5% du globe. Et sur ces 4 ou 5% de la surface de la planète, on va devoir détecter automatiquement des petits panaches de fumée qui ressemblent à ça. Voilà à quoi ça ressemble concrètement, donc un petit peu plus d'exemples de sources de méthane au Texas, observées avec le satellite à haute résolution dont je vous parlais précédemment. Donc encore une fois, ce ne sont pas des couleurs naturelles, ça c'est plutôt des choses qu'on observe dans l'infrarouge, mais on peut superposer ces panaches observées dans l'infrarouge avec des images optiques pour essayer de comprendre d'où viennent les émissions. On a testé ces méthodes à partir de lâcher artificiel, donc dans le désert, Stanford a lâché du méthane de manière contrôlée pour vérifier
les seuils de détection, donc la taille de fuite minimale qu'on pouvait espérer détecter, et pour vérifier les méthodes de quantification. Encore une fois, si on pénalise à partir de taux d'émission, on a plutôt envie que les chiffres soient corrects. Et en fait, ça marche très bien. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'en fait, le cadre réglementaire évolue très vite. Donc l'Europe a tout un train de réglementation sur les émissions de méthane, les importations d'émissions de CO2, la déforestation, etc. Les États-Unis ont le Inflation Reduction Act qui introduit une pénalité sur les fuites de méthane. Et les Nations Unies ont lancé un programme d'observation des fuites de méthane à travers le globe, plutôt à destination des États, pour informer les États sur la qualité des standards opérationnels de leur industrie et leur propreté d'une certaine manière. Et en fait, les images que vous avez vues précédemment alimentent depuis quelques mois cet observatoire qui s'appelle Mars, géré par les Nations Unies. Et les Nations Unies utilisent ces images satellites pour faire pression sur les États, comme le Turkménistan par exemple, pour ne pas le citer, pour qu'ils réforment leurs opérations pétrolières et la qualité de leurs standards opérationnels dans l'exploitation du gaz naturel, pour faire disparaître ces fuites. Les coûts sont minimaux et l'impact est massif. On estime que l'ensemble des fuites, l'impact sur le climat de l'ensemble des fuites que vous avez vues sur la carte bleue et orange que je vous ai montrée, est équivalent à l'impact du transport aérien chaque année. Il y a 50 millions de vols par an, bonne chance pour les clouer au sol. Par contre, il y a à peu près 1200 fuites par an à colmater. Ça peut se faire à coût très faible, et c'est l'occasion de faire bouger le curseur de manière significative sur le réchauffement climatique, à peu de frais, très vite, avec pas mal d'impact. Et ça, c'est quoi? C'est un mélange de satellite et d'IA. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Daspremont, pour cette présentation vraiment limpide et très intéressante. On va prendre, je pense qu'on va faire les deux questions en même temps, les deux sessions. Donc, on va maintenant accueillir donc, un chercheur à la Sorbonne sur, en particulier, l'océanographie. Donc, s'il vous plaît, Monsieur Caudron. Donc je pense que pour rester dans le thème un peu aujourd'hui, je vais parler des choses un peu plus technologie et comment marchent les modèles de climat. Vous entendez sans arrêt parler. Chaque fois qu'on dit oui, le réchauffement sera de 3,5 degrés, il va faire plus chaud ici, plus froid là, plus sec, etc. Les modèles du GIEC, d'ailleurs le GIEC n'a pas de modèle, hein, c'est des chercheurs qui le font et qui donnent les résultats après. Mais donc, comment c'est fait, en fait? Et donc, je vais essayer de vous montrer ça en vous disant au passage où est-ce qu'on utilise de l'intelligence artificielle, ou plutôt, alors, on préfère dire machine learning ou apprentissage automatique, parce qu'il n'y a rien de vraiment très intelligent ici. On va dire que l'ordinateur est très fort à repérer des structures dans des choses où il y a énormément de données, et on serait perdu, nous, pour essayer de voir la main. Alors voilà, donc comment c'est fait? Donc, en fait, c'est résumé sur cette image. Donc l'idée, c'est qu'on prend donc, pour l'atmosphère, ce qu'on appelle un modèle de circulation générale. En fait, on découpe toute l'atmosphère en petites briques. Imaginez, vous faites des Lego, là, une terre en Lego. Et donc, voilà, donc chaque brique fait à peu près, typiquement, alors ça dépend, hein, mais autour de 100 km de large et de long, et ça va de quelques dizaines de mètres à plusieurs kilomètres d'épaisseur, suivant où on est. Et donc, chaque petite brique, on va avoir une valeur de la température, la pression, la vitesse du vent, à cet endroit-là, quoi, et des choses en plus, on peut rajouter ce qu'on veut, la quantité de vapeur d'eau, des polluants, toutes sortes de choses. D'accord, en plus, mais bon, une valeur représentative de cette brique, assez grosse, à chaque endroit. Donc, si on a ça, ça nous représente un état de l'atmosphère à un instant donné, quoi. Tel jour, telle heure, voilà tout ce qu'est, et on met ça comme ça. Et donc ensuite, on a toute une série d'équations pour résumer l'évolution de ce système. Donc c'est ce qu'on appelle les équations primitives. Vous allez me dire, ça n'a pas l'air très primitif pour moi. C'est des formes simplifiées, ce qu'on appelle les équations Navier-Stokes, qui décrivent le mouvement de fluide, hein, de mécanique des fluides. Donc voilà, c'est très compact, hein. Si je voulais vous raconter tout, il faudrait des pages, mais bon voilà, ça dit que l'accélération égale la somme des forces, ici que la masse d'air est conservée, que l'énergie est conservée, premier principe de la thermodynamique, etc. Donc c'est des équations très très classiques de la physique des fluides ici.
D'accord? Et donc on va résoudre pour trouver les évolutions. Donc alors un petit exemple. Voilà, j'ai mes 3 briques ici. D'accord? Je m'intéresse à celle du milieu ici. À comment va changer la température. Ben, mettons que je connais la température et le vent à gauche, la température et le vent à droite. Donc si mettons qu'ici il fait plus chaud et que le vent va plutôt de la gauche vers la droite, vous imaginez que la température au centre va plutôt augmenter. D'accord? Et si le vent va dans l'autre sens, elle va plutôt avoir tendance à baisser, puisque le vent va du froid vers le chaud. D'accord? Donc ça, c'est, grossièrement, c'est exprimé par ça, en partie. Donc on fait ça, et donc si je connais vent, température des deux côtés, ça me permet de calculer l'évolution de la température pour 30 secondes plus tard. C'est le patent typique. Et puis pareil pour la pression, pour le vent, etc. J'utilise toutes ces relations-là, ce qu'on appelle une forme discrétisée, c'est-à-dire on fait brique par brique au lieu de continu. On calcule ça pour 30 secondes après, donc on a un nouvel état de l'atmosphère, et puis on recommence pour les 30 secondes plus tard, etc., etc., etc. Et on peut faire ça pendant très longtemps, ce qu'on appelle la dynamique. Alors après, il nous manque quelques petits phénomènes à l'intérieur, qui sont toutes sortes de choses qui se passent à l'intérieur, qui sont des choses petite échelle, qui, sur une valeur sur 200 km, on n'y arrive pas. Donc vous avez un schéma ici, donc ça concerne le rayonnement, par exemple, le rayonnement solaire qui arrive, le rayonnement infrarouge qui est mis vers le haut, la formation de nuages, les petits tourbillons, tous ces mouvements-là. Alors on peut calculer ou deviner un peu ce qui se passe à l'intérieur. Donc typiquement, ça, on prend une colonne ici sur la verticale. On regarde la température, la pression, etc. à différents niveaux, à différentes altitudes sur la verticale, et on se dit, l'humidité, on se dit, bon, comment va être le rayonnement? Est-ce qu'il y aura des nuages ou pas? Ce qui influence le rayonnement, et toutes sortes de choses comme ça. Donc en gros, un votre boîte, chaque brique, ça ressemble à ça à l'intérieur, en vrai. Et on essaie de représenter ces phénomènes. Alors il y a des façons, voilà, donc ici en bas vous avez à quoi ça ressemble en vrai. Ici c'est qu'est-ce que voit le modèle, d'accord? Il y a une valeur par couche, et on essaie de deviner un peu, voilà, combien il y aura, quelle fraction de nuages il y aura, est-ce qu'il y en aura, à quel niveau, etc. Donc toutes sortes de choses plus ou moins sophistiquées, c'est là qu'on peut utiliser justement des méthodes d'apprentissage automatique, où on a pu fournir à une machine plein de scènes nuageuses, en lui disant voilà la température, l'humidité, enfin le profil vertical de température d'humidité. Dans certains cas des nuages, dans certains cas il n'y en a pas, etc. Bon, essayer de deviner à quoi ça va ressembler maintenant qu'on en donne un nouveau, pour représenter ces choses-là. D'accord? Donc une fois qu'on a tout ça, donc on prédit, donc ça on le fait tous les quarts d'heure en fait, à peu près. Hein, on recalcule combien de nuages, comment le rayonnement traverse, le mélange par les tourbillons, etc. Et donc toutes les 30 secondes, on a un nouvel état de l'atmosphère avec tout ce qui se passe, et on peut faire tourner ça pendant longtemps. Donc vous avez un exemple ici donc, qui date un peu, mais c'est les résultats, donc c'est les précipitations, vous voyez, donc quand c'est blanc, il pleut. Hein, donc vous voyez les jours qui défilent en haut à droite, donc on est en quelle saison on est? On doit être en hiver là, oui. Les heures qui défilent, les saisons, donc vous voyez, ça ressemble, hein, si vous regardez les images satellites et tout, ça va être à peu près comme ça. Bon, moi j'arrive à voir les défauts qu'il y a, parce qu'il y a des petits défauts, mais si vous ne connaissez pas, vous aurez du mal à les repérer. Donc on voit bien, voilà, les tropiques où il pleut en Amazonie, en Afrique équatoriale, et puis toutes ces perturbations qui passent là, hein, aux latitudes tempérées. Hein, les fronts pluvieux qui défilent, etc. Donc ça ressemble en fait très bien à la circulation observée réelle. Donc qu'est-ce qu'on en fait de ça? Alors, il y a deux grandes choses. La première, c'est en fait utilisé pour la prévision du temps, hein, depuis longtemps, pour savoir est-ce qu'il fera beau ce week-end ou pas, etc. Donc pour ça, en fait, on va combiner ce genre de modèle avec des observations. Donc il lui faut un point de départ pour savoir remplir en fait ma brique ici. Il faut remplir toutes mes valeurs aujourd'hui, savoir qu'est-ce que ça vaut. Donc pour ça, les observations, donc toutes sortes d'observations, donc ça date un peu, c'était en 2008, hein, les observations pour une prévision particulière en 2008. Donc tout ça, c'est des stations météo en surface, c'est des bateaux hein, qui ont des petites stations météo embarquées, donc chaque point c'est une observation. Vous voyez que c'est pas très équitable, hein. Par ici ils n'ont pas grand-chose dans l'hémisphère sud. Ici c'est des lâchers de ballons.
des ballons sondes qu'on lâche et qui vont mesurer de bas en haut l'atmosphère, température, humidité, pression, etc., vitesse du vent. Ça, c'est quoi ça? C'est des bouées, je crois. Donc c'est des mouillages flottants, en fait, soit des bouées, soit des mouillages fixes dans l'océan, qui mesurent ce qui se passe à la surface. Ça, c'est des avions qui sont équipés de capteurs automatisés. Donc pareil, c'est pas très bien réparti, hein, mais bon, c'est utile quand même. Et ça, c'est des satellites géostationnaires. Donc voilà les photos satellites. Donc à nouveau un peu blanc quand les nuages, comme l'autre, mais qui mesurent des choses d'en haut. Ils mesurent en fait le rayonnement qui arrive, hein, tout simplement, à différentes longueurs d'onde, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Et ici, c'est des satellites dérivants, hein, donc qui font le tour de la Terre et qui passent genre une fois par jour au-dessus de chaque endroit. Donc on a toutes ces observations et on essaie de les mettre toutes ensemble avec les équations du modèle pour arriver à un état initial de l'atmosphère. Donc là encore, il y a des méthodes de machine learning qui sont utilisées de plus en plus pour se dire, bon ben voilà, j'ai mesuré une image satellite, qu'est-ce que ça veut dire sur la température à tel endroit et tel endroit, est-ce que c'est pertinent ou pas? Si je connais la température à un endroit, ça veut dire que j'ai des informations sur la pression en fait, même si je ne l'ai pas mesuré directement. Si je connais la pression, j'ai des informations sur le vent, pareil, même si je n'ai pas observé tout de suite. Inverse, je peux avoir des informations sur le vent, je vois des nuages qui bougent par exemple. Et je peux en déduire des choses sur la température et la pression, donc il faut essayer de mettre tout ça ensemble. C'est des choses assez complexes où on a ce genre de machine learning qui arrive, qui crée un état initial du coup. Donc on a un état de l'atmosphère au début, et donc ensuite on va le faire avancer comme on a tout à l'heure pour 5-6 jours. Donc là vous avez un exemple, alors vous ne voyez pas parce que c'est ce qui est fait, je crois qu'il va y avoir une cinquantaine, donc c'est 50 prévisions, où on a changé un tout petit peu l'état initial, parce qu'on se dit en fait on ne connaît pas parfaitement, donc on bouge un peu. On fait ça plein de fois et on regarde qu'est-ce qui rebuse. On voit que là, il y a presque toujours une dépression par là. Par contre, il y a des endroits qui changent. Donc ça nous dit de quoi on est sûr, de quoi on n'est pas sûr sur le temps qu'il va faire dans quelques jours. Pour la prévision du temps. Donc ça marche bien. C'est limité à une semaine, 10 jours. Alors on progresse un petit à petit. En gros, on gagne un jour tous les 10 ans. Sur les prévisions météo, c'est à peu près ça depuis 50 ans ou quelque chose comme ça. Même plus. Alors donc ça c'est ça, donc ça marche jusqu'à une dizaine de jours, mais après qu'est-ce qui est pour le climat, donc pour dans 50 ans. Donc on ne va pas vous dire, alors en 50 ans, attention, le 14 juillet il va pleuvoir, impossible évidemment. Hein. Donc il faut, par contre, on peut faire tourner pendant très longtemps ce modèle, 100 ans, 1000 ans, et regarder ce que ça donne après. On fait des statistiques, on regarde sur 100 ans, quelle est la fréquence de 14 juillet où il pleut et la fréquence où il fait beau. Ça nous donne une indication donc plus climatique, comment progresse la température moyenne, etc. Donc pour ça, alors quand on est climat, il faut rajouter pas mal de choses par rapport aux prévisions, parce qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent lentement. Donc pour une semaine, voilà, l'océan, en gros, il n'a pas changé, hein. Mais dans 100 ans, évidemment, il sera passé beaucoup de choses. Donc on rajoute plein de composantes. Vous voyez tout ça, donc l'océan, la banquise, puis on en rajoute de plus en plus, en fait, la végétation, les calottes polaires, etc. Et donc on a des modèles du même style. Donc ça c'est un modèle pour le sol par exemple. On découpe pareil en couches, il y a un peu de neige, il y a des arbres, ils font plein de trucs. Toujours plein d'équations à rajouter. L'océan marche exactement comme pour l'atmosphère. On voit un exemple de courants océaniques qui sont donnés par ce modèle. Donc ici c'est la Floride, donc vous avez le courant très fort ici, c'est le Gulf Stream qu'on voit là. Qui part en tourbillon ensuite dans l'Atlantique. Donc la couleur vous donne une idée de la température. Donc voilà, c'est des sorties de modèles à cet endroit-là qui donnent une idée de cette circulation tourbillonnaire. On fait tourner ça pendant 100 ans. Et on va faire une étude statistique après des résultats. Voilà, donc un exemple de ce qu'on sort, donc ce genre de choses que vous avez vues. Donc ce genre de courbe, donc ça part de 1900 à 2000, donc on a fait tourner le modèle, là on se fiche des prévisions, à l'état initial c'est pas très important. On a juste petit à petit rajouté des choses, donc changer un petit peu le CO2, peut-être mis une éruption volcanique, des choses comme ça. Donc la courbe noire ici, ça vous donne la température globale observée sur le XXe siècle en gros, avec des hauts et des bas. Et chaque trait jaune, c'est un modèle qui a refait un peu la même chose. Alors, donc évidemment, il n'est pas pile dessus. On a dit les prévisions météo, ça ne marche pas au-dessus d'une semaine.
Mais vous voyez que ça varie, chaque modèle, il a à peu près la même... ça monte, ça descend un peu de la même façon. D'accord? Et la courbe rouge, c'est la moyenne de tous les modèles qui ont fait ça. Et vous voyez qu'en gros, elle suit à peu près, y compris l'augmentation à la fin. D'accord, lié une fois qu'on a mis tout ça. Donc ici, on a mis tout le changement d'ensoleillement observé, changement du CO2, etc. Vous remarquez au passage les petits endroits où ça baisse ici, tac, pendant quelques années. Donc ça, c'est des grosses éruptions volcaniques majeures. Donc le modèle est capable de reproduire ça, refroidissement pendant quelques années après une grosse éruption volcanique. Donc ça donne un peu confiance sur le fait que ça, plus le fait qu'il reproduise l'observation sur le reste. Et donc ça, c'est la même courbe, sauf que on n'a pas fait augmenter le CO2. On a mis les éruptions volcaniques, tout ça, et donc vous voyez qu'à la fin, ça sort là. Donc c'est en partie là-dessus qu'on base quand vous entendez bon, il y a un réchauffement observé, on sait qu'il est dû au gaz à effet de serre, etc. C'est basé sur ces courbes, la différence entre les deux, en fait. Une application. Je vois que ça s'impatiente. C'est bon? C'est bon? J'ai à peu près fini, sauf si vous avez d'autres... je vais laisser du temps pour des questions, si vous voulez. Sur tout ça, voilà. Juste aussi, sur les aspects, ici, il y a un thème machine learning, juste pour dire qu'en ce moment, donc en fait, on utilise un petit peu d'apprentissage automatique par-ci, par-là. En partie parce que, donc pour essayer à régler nos modèles, des choses comme ça. Mais la limitation, c'est surtout pour la recherche, c'est qu'on ne comprend pas forcément pourquoi la machine nous dit ça ou ça. C'est une grosse limitation, et donc de plus en plus, ce qu'on essaie de faire, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage. On peut comprendre qu'est-ce que fait. Donc en fait, on va demander à l'intelligence artificielle de nous redonner des équations, je caricature, hein, comme celles qu'on avait au début, plutôt que de nous dire voilà comment ça va faire, etc. Mais de nous dire voilà, j'ai regardé tout ça, voilà comment ça se passe en fait. Et du coup, on pourra comprendre et interpréter les résultats. C'est surtout ça la limite pour l'instant. Parfait. Merci beaucoup, encore une fois, M. Caudron. Alors, excellente présentation. Alors, on va maintenant prendre des questions pour à la fois M. Caudron et M. Desprono. Donc, voilà, on va prendre quelques questions, quelques minutes. Vous pouvez changer de sujet un peu, hein, si vous voulez. Sur les satellites, sur le climat, tout ce que vous voulez. Oui. Non, en fait, il y a une convention des Nations Unies qui date de 1965, qui régit l'observation de la Terre depuis l'espace et qui autorise les États à s'observer mutuellement en toute tranquillité, en théorie. C'est tout ce qu'on dit pas. Voilà. Oui. Du coup, vous avez parlé de comment on pouvait détecter les problèmes environnementaux avec la technologie, mais comment est-ce que ça pourrait aider à trouver des solutions et à mettre en action ces solutions? Alors, l'idée, c'est avant de pouvoir gérer, trouver des solutions, etc., il faut commencer par mesurer. Et notamment, avant de pouvoir réglementer, il faut commencer par mesurer. Donc, un des modes d'action que ces images permettent, c'est la réglementation des importations d'émissions dans les produits que l'Europe importe. Donc, l'Europe vient d'introduire une réglementation qui va mesurer la quantité d'émissions de carbone contenues dans les produits que l'Europe importe et taxer ces émissions, au même titre que les émissions de carbone sont taxées en Europe maintenant pour les principaux sites industriels. Et donc, si on veut taxer, il faut mesurer, et si on veut mesurer, il faut le faire par satellite. Parce qu'on ne peut pas poliment demander aux pays émetteurs de nous donner un chiffre. Il faut que ce chiffre soit fiable. Oui ? Oui, ça demande beaucoup de moyens d'envoyer des satellites dans l'espace, surtout pour une start-up. Et donc, c'est mieux si un État le fait à notre place. Et donc là, c'est vraiment un problème public d'observation de la Terre
qui a été lancé et financé par l'Union européenne et qui est très ambitieux, qui envoie des satellites de performance exceptionnelle. Ceci dit, les coûts de lancement se sont effondrés, notamment avec l'arrivée sur le marché de SpaceX. Et donc il y a un certain nombre de startups, dont une qui s'appelle Planet, qui lance des satellites d'observation de la Terre sur un modèle commercial, mais avec des investissements qui sont massifs. Donc il y a un mélange de sources privées et de sources publiques aujourd'hui. Comment vous avez construit votre start-up? Donc, quels étaient les prototypes? Vous avez juste demandé à l'UE de... Alors, bon, c'est toujours un peu itératif, c'est-à-dire qu'on a eu 500 idées, il y en a 400 qui sont mortes tout de suite, une centaine qui sont mortes un petit peu après, etc. Et puis on a tout... Donc c'était assez itératif. L'idée à l'origine, c'était de suivre le marché de l'énergie surtout, et donc suivre le mix énergétique dans tous les pays du monde, les stocks de pétrole brut, etc. Parce que c'était un marché très opaque et très manipulé. On a commencé à réfléchir à comment faire ça. Le satellite est apparu comme une source naturelle. Et quand on avait fait l'exploration du pétrole, on s'est dit, tiens, on va suivre tout le cycle de vie du carbone d'une certaine manière, et donc la demande, les émissions de gaz à effet de serre, la séquestration du carbone et les conséquences du réchauffement climatique. Donc c'est vraiment un processus assez itératif. On commence avec une idée ou un thème général, et ensuite on creuse, on change d'idée, et puis on continue à creuser, on change de nouveau d'idée, etc., etc. Et donc c'est vraiment c'est une évolution sur de longues années. Le satellite qui a produit par exemple cette carte des principaux spots d'émissions dans le monde est assez récent en fait. Il date de 2018, le lancement date de 2018, l'exploitation date de 2019. Donc les sources de données sont arrivées un peu au fur et à mesure. Et chaque fois qu'une nouvelle source arrivait, on pensait à de nouvelles applications. Et oui, pardon. Très brièvement, je voudrais donner beaucoup de crédit aux laboratoires avec lesquels on a collaboré sur ce sujet à Paris. Il y a un excellent environnement à la fois en IA, machine learning, etc. à Paris, mais aussi dans le domaine du climat et dans le domaine de l'imagerie satellite. Et donc, ce travail est le fruit d'une longue collaboration avec le Centre Borelli, notamment à l'ENS Paris-Saclay, et le Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, là aussi à Paris-Saclay. Oui. Combien de satellites l'État français a envoyé dans le ciel Alors, je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais la France a un programme d'observation de la Terre, donc le CNES envoie des satellites, Airbus envoie des satellites aussi, parfois pour le compte de Copernicus ou bien pour usage privé. Et il y a un programme très ancien et très performant d'observation de la Terre dans le domaine optique qui s'appelle SPOT, que vous connaissez peut-être. Et donc ça, c'est un programme issu d'Airbus. Il y a des versions plus haute résolution qui s'appellent Pléiades, etc. Et donc tous les États ont vraiment des constellations en l'air. Mais disons qu'aujourd'hui, les choses se font plutôt à l'échelle européenne, parce que les moyens ne sont pas tout à fait les mêmes. Et donc c'est plutôt au niveau de l'Europe qu'on raisonne aujourd'hui. Une dernière question. Oui, une dernière question. Est-ce que donc toutes les nations peuvent avoir accès aux données de l'Union européenne? Absolument, c'est complètement libre. Vous pouvez aller les télécharger, Oui. les données Copernicus. Il y a aussi des données de modèles, de climat, d'analyse, toutes sortes de choses. D'ailleurs, si ça vous Libre intéresse, accès. si ça vous intéresse de parcourir ces images sans vous casser la tête sur 200 lignes de Python, il y a un site qui s'appelle EO Browser, donc Earth Observation Browser, et qui vous permet d'accéder de manière très intuitive aux images de Copernicus avec beaucoup de sources, des petits calculs simples à faire sur ces images pour faire sortir les choses, et ça permet de se mettre un peu le pied à l'étrier, et c'est complètement libre d'accès. Okay, thank you for me. So my name's Alex Rogers. I'm a professor of computer science at the University of Oxford. And what I do is I build tools for other scientists to use. So I'm interested in electronics, computers, and artificial intelligence to enable other scientists to do their work in the field. And one of the things I want to talk about is the macroscope. And so most people, the sort of the focus for this that I use when deciding what to work on are these UN Sustainable Development Goals. And so often in computer science, we're interested in
where should we apply our work, we're in the sort of the lucky position that we can apply computer science across a whole range of different application areas. And so this is a very sort of compelling focus, choosing what you work on from the UN Sustainable Development Goals. And the area that I'm interested in is goal 14 and 15, which are to do with life below the water and life on land. And the thing that I'm particularly interested in is building tools that help other scientists protect biodiversity. And there's a whole set of reasons why we might want to protect biodiversity. There are moral reasons about wanting to sort of hand the earth on in a better condition than we found it. There's aesthetic reasons that the natural environment is a nice place for us to be, and it enriches the lives of humans. There are natural functions which the environment provides, so clean air, clean water. Lots of the natural systems generate and recycle nutrients that are then sort of important for us. There are material benefits, so things like pollination of plants. That would be a hugely expensive thing to do if we didn't have bees that did it for free. Cleaning our water, all of these things you can potentially put some economic benefit on. And then also potentially insurance. So no one knows what's going to be useful in the future. So it's still finding new drugs, new pharmaceutical compounds which are in nature, which are valuable for us. So there's a whole set of reasons for why we want to protect biodiversity. And the focus that I use for my work is looking at tools. What tools can we provide to other scientists to enable them to do that? And traditionally, tools have been very impactful. So everyone is aware of the telescope. Telescope allows you to see things which are far away. These were first invented by Galileo, and the existence of a telescope suddenly gave a resurgence in different science you could do. And famously, Galileo used it to look at the moons of Jupiter and really sort of discovered that actually moons were moving around other planets, and those planets were moving around the sun. So suddenly our understanding of the cosmology of the sun and the solar system changed because we had a new tool that allowed us to look at things in a different way. The same is true of the microscope. So many people contributed to the microscope. This is Robert Hooke. So he was a student and researcher at the University of Oxford about 350 years ago. Amazing thing about Oxford is that many of the buildings probably look exactly the same. So this is Christ Church College, where Robert Hooke actually worked. And one of the things that Robert Hooke did was use newly discovered microscopes to look at things in nature. And he looked at all sorts of things. And he looked at the common flea and discovered that actually things that you couldn't see with your physical eye had all sorts of interesting structure. And this was sort of opened up a whole new area of research, actually looking at things and studying things which were too small to be seen by the human eye. And so one of these tools, which is sort of very important and increasingly important to us in terms of biodiversity monitoring, has been called the macroscope. And so a telescope is for seeing things far away, a microscope is for seeing things that are very small, and a macroscope is for seeing things which are very large. And so the macroscope enables us to look at large-scale systems. And a lot of this sort of came about following on from the Apollo mission to the moon. So just over 50 years ago, we started to get these first photos of the moon, of the Earth from space. So this is this very iconic picture where the Earth is rising above the sort of very dead, desolate moon surface. And people realized just how fragile the Earth looks, sort of floating in space. And this is basically where everyone is. We're reliant on this thin atmosphere over the planet, and compared to the sort of the desolate, lifeless moon, people were suddenly struck by how delicate potentially the Earth was. And so since then, we've had this sort of huge explosion of satellites. So a lot of the macroscope tasks can be done by satellite. We can view the whole of the Earth, or at least half the Earth, all at once. You can do a lot of analysis from those images. And increasingly, these satellites that are being used for doing this Earth imagery are getting smaller and smaller. So
The last few years have been a resurgence in CubeSats. So these are very small, potentially only sort of 30 centimeters by 30 centimeters, which can be very cheaply launched. They don't have to stay in orbit for very long. They can be deployed for just a few years quite profitably. And they can be updated very quickly with modern electronics and modern sensors. And so the cost of doing Earth observation is coming down. So one aspect of the macroscope is being able to use all of this from satellites and to use that to tell something about what's happening in the Earth. But that's not the only tool. Sometimes satellite imagery isn't good enough. So if we want to know something about the health of tropical forests, we often typically want to know what's actually living inside that tropical forest, what animals are in that tropical forest. And often these are hard to assess from satellite imagery. Anything that's below the canopy in tropical forest is almost completely hidden from satellite imagery. So there's whole swathes of the planet where we'd like to know what's happening, how healthy is that ecosystem, but we can't measure that directly from satellite imagery. Another very common area is under the sea. So coral reefs are very important. They're very sensitive to changes in the acidity of the ocean, and so they're sort of a canary in the coal mine for climate change. As the seas sort of warm up and become more, they're increasingly affected, and it's very hard to generate good measurements of coral reef health from satellite imagery. So what we need in these cases is we need sensors that we can deploy actually into those environments. And that's really the type of research that I do. So I'm very interested in building small, low-cost, power-efficient sensors. And the area that I've sort of done lots of work in quite recently is around acoustics. So this is a little sensor that we call AudioMoth. And this is an acoustic sensor that we can deploy in a tropical forest. It listens to all of the sounds of animals around it. So it listens to the insects, it listens to bats, listens to birds. And we can use those measures to try and calculate the healthiness of the environment just from the soundscape. So we're interested in using techniques from artificial intelligence to take sound recordings and turn that into the measurement of the health of the environment. And increasingly what we're interested in doing is putting algorithms actually on the devices. So if we want to look for a particular species of bat, or we want to count how many bats are in a particular area, we don't want to record continuously because that uses a lot of energy. It's very energy intensive. What we'd like to do is put the algorithm, the smart algorithm, on the device so the device can decide, is that a bat? I'll count the occurrence of one bat, and we can just use that data. So we've done lots of deployments with AudioMoth in tropical forests, and increasingly we're now turning our attention to that underwater realm. So this is HydroMoth. This is an underwater version. And so underwater recorders have traditionally been incredibly expensive. So $10,000 for a top-of-the-range underwater recorder. And those underwater recorders can typically be deployed to 1,000 meters. So they're very waterproof, they're very robust. But if you're interested in coral reefs, most of the coral reefs are about 20 to 30 meters deep, sunshine, so they're not going to be that deep in the ocean. And so we can develop low-cost tools which we can distribute and enable scientists all around the world to use to monitor the health of coral reefs. And so just recently, we've had some sort of very exciting work working with a team at the University of Exeter in the Maldives. And I'll just sort of play this video that sort of describes what they've been doing. So you should be able to hear the sound of this video when it starts. Now he wants to know which fish in these reefs can help guide baby corals in from the deep. When we listen to the reef, we can start to actually tick different species, use it like a register. What we're going to try and do today is two things. The first is to go and deploy, these are little self-contained recording systems, okay? So they're programmed today just to be recording constantly. We'll put those down on the reef and we can leave those. They'll just be clocking the local soundscape. But what we don't often know is which species are making which sounds. So we're going to do a bit of an experiment where we set 4 of these hydromoths in a square, 2 meters apart, and then put a 360-degree camera in the middle of it. And when we hear a sound, we can then turn our screen to look at which species was making that sound. Many of the reefs around Lamu have not recovered from the last severe warm water spike 7 years ago.
but just as fun as one that's buzzing. Steve only developed this setup a few weeks ago, so we're all excited to see how it works in the field. If we can match faces to voices, we can ultimately work out which species of fish a coral listens to and use those voice recordings to the reef's advantage. With all our equipment installed, we have no choice but to wait as the reef whispers and whirs and sings into our recorders. We've had our artificial eyes and ears spying on the reef for a couple of days. In fact, the clownfish seem very at home in the camera tripod. So this is totally new to science. It's been really exciting starting to unpack these recordings. Do we have any moments where you can link up the sound with something we can see? So this is the really exciting thing. This is a really new direction that we can go in, where we can put the recorders down next to the camera. Yeah. To try and get a good example of that. So I'm calling it the laugh, high, low, low. So I'll just carry on from there. So one of the most amazing things about working on coral reefs is that until the last few years, people really just haven't had any recordings. And so what those scientists there are doing is they're trying to correlate which of the recordings of fish making sounds are actually recognizable, which fish are they. So this is a parallel with going back to just discovering that birds actually sing and that you can recognize the species of bird by the sound they make. Fish do exactly the same. So fish make different sounds. We don't know what sounds different species of fish make. Amazingly, even in sort of 2023, there are fish making noises and we don't know which species of fish that comes from. But what we do know is that the coral, the little sort of seeds, which are fundamentally important to growing healthy coral, they respond to the sounds of fish. And so part of that work is using these recordings, understanding what that means in terms of the health of the reef, and then what we can do to try and encourage and improve the growth and recovery of reefs. And so reefs are definitely stressed through climate change, and what this work is trying to do is trying to use AI tools to assist in the recovery of reefs. And one of the things that you can do to contribute is help to automatically annotate that audio recordings. At the moment, we don't have the tools to automatically recognize fish calls. We don't have the tools to automatically say what type of fish it is. With birds, those tools exist and they're quite mature. So in this experiment that we're doing with Google, you can actually go annotate those recordings, try and spot the fish calls inside those recordings, and then help those scientists who are trying to deploy these devices at scale to try and sort of preserve the health of coral reefs. So I'll leave it at that. I think the most useful takeaway is that even if you're doing sort of computer science and you think of it as quite a sort of a desk-based activity, the tools that you are developing can be used all across the world. And so we have people diving on corals, taking our sensors down, deploying them, and it's very fulfilling to see what science they're doing with the tools that we build. So I'll leave it at that. And if anyone wants to follow up, if you go to Google Arts and look for calling in our corals, you can contribute to that work by annotating some of those recordings. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Rogers. All right. So, thank you so much to, first of all our speakers today for your fascinating and crystal clear explanations of presentations on how AI and science as a whole contribute to sustainability. It's really been an honor for me to organize and host this conference, and I'd like to thank all of you for being here today. Now that you've been able to learn, explore, and discuss the extensive array of environmental issues and solutions that AI puts forward, you may ask yourself the essential question: what's next? As the use of AI grows rapidly across society, it is imperative that leading institutions and governments be proactive in helping shape these developments with climate action in mind. Although there is no definite answer to the question,
in which AI technologies will evolve, one thing is certain. Problems and puzzles as a society must be overcome and mitigated for AI to scale up in all areas of science and realize its full potential. Within individual nations, meaningful action on these initiatives will require collaboration from civil society, academia, and the private sector. It's also paramount to foster climate-cognizant assessments of AI by collecting relevant data and by establishing ethical response frameworks. An example, actually, of an establishment taking prominent action is the Institute for Human-Centered Artificial Intelligence at Stanford University, which has proposed green AI principles requiring full transparency on a tech company's carbon, energy, and environmental impact, as well as the integration of tech and climate regulation. However, harnessing these benefits and having a significant impact on scientific exploration is not just an aspiration that's restricted to experts or specialists. The direct impact of AI on environmental risks can not only be manifested at a global, national, or even institutional level. As long as one simply strives for impact, either through spreading awareness, education, or supporting sustainable AI causes, progress and innovation are made. Over the past 5 years, tens of millions of young people have taken on the environmental challenges and questions that AI has to offer by expanding startups, initiatives, and even basic projects. If there's one thing that I hope all of you remember from this conference today, it's that in order to explore the underlying frameworks of nature, we must push through with that flame of curiosity and wonderment. That is the well from which scientists and political leaders and mathematicians alike draw their breakthroughs. Today, now, marks the start of a new era of opportunity. Today, now, united in our commitment to tackling man's existential threats and forging a sustainable future for generations to come, we must never forget the incredible privilege that we hold, the privilege to explore, to question, to create, and carry on the fight for knowledge, the fight for science. Today, now, the path ahead may be long and arduous, but we must never forget that we are the agents of change, the catalysts of progress, the champions of hope. Today, now, I am proud to say that we are the vanguard of the torch of discovery, illuminating humanity's cloud of darkness toward a more sustainable tomorrow, a tomorrow that is worthy of mankind's progress. Today, now, because there is no later. There is only you and me, and what unites us and drives our advancements of science forward, the flame of curiosity. As Johann Goethe once said, mere curiosity adds wings to every step. Thank you for your attention.